Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. C'est peut-être pour vous un monde un peu mystérieux, un peu complexe, même inquiétant. Vous cherchez à vous faire une opinion. Eh bien, vous êtes au bon endroit si vous voulez mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique du pays, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Alors l'épisode d'aujourd'hui s'intéresse au voyage dans l'espace. Vous ne savez pas forcément, mais le voyage vers Mars sera atomique. Plusieurs pays ont lancé ou relancé des programmes d'exploration spatiale. Les derniers hommes sur la Lune, c'était les Américains de la dernière mission Apollo en 1972. Eh bien, l'objectif désigné aujourd'hui, c'est Mars, planète encore plus lointaine. Et dans cette nouvelle aventure, le nucléaire a un rôle très important à jouer. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. Alors, pour parler de notre voyage sur Mars, deux invités de Nucléaire en clair. Xavier Absat, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez au CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et vous êtes chef du programme de simulation, c'est ça, hein? Oui, chef de programme simulation à la direction des énergies. Oui. D'accord. Et avec vous, Pascal Bultel, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez au CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, et je crois que vous êtes expert à la direction de l'innovation, c'est ça, hein? Tout à fait, je travaille sur le futur long terme. Bon, alors, ça tombe très bien parce qu'on va parler de ça. La conquête spatiale, l'énergie nucléaire, c'est un sujet qui est vaste comme le cosmos. Alors, première question, peut-être à vous, Pascal. Est-ce qu'on a déjà utilisé l'énergie nucléaire dans l'espace ? Oui, on a commencé à utiliser l'énergie nucléaire dans l'espace aux alentours des années 60, vers 1965. Donc on l'a utilisé depuis cette époque, depuis 50 ans en fait. On fête les 50 ans du nucléaire dans l'espace. Les Américains, les missions Apollo ? Les Russes et les Américains, autant l'un que l'autre. Donc depuis les années 60, mais ça a beaucoup évolué. Est-ce que le nucléaire a un avantage par rapport aux autres énergies ? Le nucléaire a deux avantages. Il permet de donner beaucoup d'énergie dans des milieux extrêmes, notamment là où il n'y a pas le soleil, là où il est indispensable, et il permet de durer très longtemps. Il a une longue durée de vie. Ça veut dire que, par exemple, sur la Lune, qui n'est pas trop loin du soleil, le solaire, l'énergie solaire, était relativement facile à utiliser, mais sur Mars, ça se complique, c'est ça? Alors, sur la Lune, très généralement, oui, mais pas tout le temps. Il y a des zones de la Lune qui sont dans l'ombre et où le nucléaire est presque indispensable. Donc, le nucléaire, même sur la Lune, cela peut être très utile. Et sur Mars, comme vous venez de le dire, Mars, c'est plus loin. La problématique de l'énergie est encore beaucoup plus pointue. Donc, le nucléaire s'impose progressivement. Alors, Xavier Absat, est-ce que dans les missions futures, on va embarquer des centrales nucléaires dans les vaisseaux spatiaux ? Alors c'est un peu ça, oui. On parle de réacteurs nucléaires pour le nucléaire spatial, hein. On parle de réacteurs nucléaires. C'est des petits réacteurs miniatures, copies conformes de ceux qui nous produisent l'électricité sur la Terre, dans notre pays, et qui servent aussi à la propulsion navale. Alors justement, moi j'ai vu le Redoutable, le premier sous-marin français lancé en 1971, le premier sous-marin nucléaire, et on peut le voir à Cherbourg, à la Cité de la Mer. Dans le sous-marin, quand on se promène, il y a une salle qui est la salle du réacteur, hein. Est-ce que dans les vaisseaux spatiaux, c'est la même chose ? Il y aura certainement un espace qui est confiné et qui sert effectivement à faire fonctionner le réacteur, oui, effectivement. Alors, c'est quand même pas la même technologie. J'ai entendu parler d'un truc qui me paraît un peu compliqué, qui s'appelle les générateurs thermoélectriques à radioisotope. Alors voilà, c'est là qu'il faut bien faire le distinguo. Ouais. On a dit jusqu'à maintenant, on a utilisé l'énergie nucléaire. C'est le premier mode qui est très simple, hein, c'est la radioactivité. Un corps peut être radioactif, on en a dans le corps humain, le phosphore par exemple, donc il y a certains corps qui sont radioactifs. Un corps radioactif, c'est un corps qui se désintègre et qui génère de la chaleur. Avec ces chaleurs, on peut faire de l'électricité. Ça, c'est ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, ce qui vient d'être présenté par mon collègue du CNES. C'est donc la radioactivité qui est naturelle, hein, d'un corps radioactif, et on fait de l'énergie avec l'énergie électrique.
Aujourd'hui, on couvre une gamme de puissance qui est déjà intéressante avec ce mode de production d'énergie. L'autre mode de production d'énergie, c'est votre question, c'est la petite centrale nucléaire qui va faire de la réaction de fission. Donc là, on va casser les noyaux lourds, on fait de la fission et on a beaucoup plus d'énergie. Donc on ouvre une autre gamme d'énergie accessible et sur le long terme, comme le disait Pascal. Alors, quand vous dites petite, c'est quelle taille à peu près? Alors petite, le cœur, ça peut être 50 cm de diamètre. Ouais. Par rapport aux centrales nucléaires d'EDF, on a, je dirais, 3 mètres de diamètre. Ouais. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'on produit de la chaleur. On produit de la chaleur avec une réaction en chaîne de fission qu'on contrôle à distance et on fait de l'électricité avec. Pascal Bultel du CNES, on a des exemples en tête, les fameux petits robots qui sont sur Mars, les robots de la NASA, les rovers, il y en a déjà un qui a fonctionné très bien. C'est ça, et ça a fonctionné au nucléaire, ça. Oui, tout à fait. Les derniers rovers de la NASA ont une puissance qui est peut-être limitée, mais une très longue durée de vie. Donc on a désormais nettement dépassé les 5 ans dans certains cas. Et c'est l'avantage que ne permet pas l'énergie chimique classique. On peut faire de très longues missions, donc des missions d'autant plus intéressantes. Donc des missions longues, et aussi l'avantage du nucléaire, de la matière qui sert à faire l'énergie nucléaire, c'est qu'elle est relativement légère. Hein. C'est bien ça, Xavier Absat. Un énorme réservoir d'énergie, oui. Relativement légère, oui, c'est surtout qu'on n'en a pas beaucoup, Oui. en fait. On n'a pas besoin de beaucoup pour aller loin. Bon, il faut combien? Il faut bien combien de kilos, en gros? Typiquement, un petit réacteur nucléaire, il faut voir ça gros comme un cylindre de la taille d'une poubelle, voilà, qui fait une centaine de kilos à peine. Et la matière nucléaire, c'est combien? C'est quoi? Ça tient dans une valise, peut-être? Oui, c'est 20 kilos. Oui, d'accord. Voilà. Donc, alors que si on prenait un autre carburant, ça serait énorme, quoi. Hein. Ça serait pas possible. En plus, ça serait trop lourd, ça serait trop compliqué à gérer. C'est bien ça. Tout à fait. Au lieu d'avoir quelques kilos, comme une vingtaine de kilos, comme l'a dit mon confrère du CEA, on serait en tonnes. On serait en tonnes. Alors, donc ça, c'est pas envisageable. Non. Et l'autre avantage du nucléaire dans l'espace, c'est que ça dure très longtemps. Parce qu'il faut imaginer, quand on parlera de missions habitées avec des êtres humains, il faudra rester très longtemps. Il faudra rester très longtemps et il faudra garantir une source d'énergie pour la sécurité des équipages. Vous avez cité le cas de Mars. Mars est une planète réputée poussiéreuse. Donc, qui dit poussière dit problème avec des panneaux solaires. Donc, le seul moyen d'avoir de l'énergie d'une manière fiable et permanente pour un équipage, c'est le nucléaire. Avec des tempêtes sur Mars, donc le solaire est un peu problématique à ce moment-là. Le solaire est problématique à moins de vouloir balayer tous les jours des centaines de mètres carrés de panneaux solaires. Et puis il fait un froid de canard quand même sur Mars. Hein. Et il fait un froid de canard, les températures peuvent descendre à près de moins 100 degrés Celsius approximativement. Donc on voit bien qu'on a besoin d'une source d'énergie isolée et fiable. Pour se chauffer, alors je pense que vous avez vu tous les deux ce film de Ridley Scott avec Matt Damon qui s'appelle Seul sur Mars. Film de 2015. Et la première obsession du personnage, c'est qu'il va avoir froid. Et donc, il va démantibuler un rover pour avoir chaud, quoi. En gros, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Il a besoin d'une source d'énergie pour survivre à court terme. Ouais, donc, c'est la première raison de l'utilisation du nucléaire dans l'espace, c'est la durée, parce que les missions sont longues. Alors, il y a autre chose, c'est qu'il faut repartir. Quand on parle de missions habitées, il faut quitter l'astre sur lequel on s'est posé au bout d'un certain temps. Alors, généralement, pour ce que l'on appelle l'accès à l'espace, c'est-à-dire décoller, on utilise du carburant chimique, notamment l'hydrogène. Ça, sur la Terre. Sur la Terre. Mais sur Mars, c'est quand même la même chose. Hein. Dès qu'on a un petit peu de gravité, et sur Mars, on a déjà 40% de la gravité terrestre, et même pour la Lune, on a 20% de la gravité terrestre, sensiblement. On ne peut pas le faire avec le nucléaire, qui a certes une endurance inégalée, mais qui a un certain poids. Donc, pour cette application très spécifique qui est l'accès à l'orbite, on utilisera presque toujours
le carburant chimique tout à fait classique des fusées comme à l'époque d'Apollo. Alors, au CEA, Xavier Rapsat, comment on prépare l'avenir justement de cette exploration spatiale? Vous avez des idées bien précises ou vous explorez tous les champs? Alors, on a des feuilles de route technologiques, comme on dit, un peu quel type de combustible il faudrait envisager raisonnablement aujourd'hui, et puis dans le futur, pour atteindre des températures plus élevées, pour augmenter les performances de ces micro-réacteurs, en fait, pour répondre aux besoins de l'exploration lointaine, pour répondre aux besoins de l'alimentation en énergie sur le sol planétaire, pour creuser des trous, etc. Donc, on a toute une feuille de route un peu technologique avec des progrès à faire sur le combustible nucléaire. Alors justement, le combustible, c'est quoi? Est-ce qu'on met le même combustible que dans les centrales nucléaires sur la Terre? Aujourd'hui, c'est celui qu'on connaît le mieux. Oui, effectivement, c'est l'oxyde d'uranium. C'est celui-là qui est envisagé, puisque de toute façon aussi, on ne met pas de plutonium en orbite terrestre. Donc, on s'interdit de faire de la réaction en chaîne avec du plutonium. Donc, c'est de l'uranium légèrement enrichi, voilà, ou très enrichi, ça dépend. Et donc, il peut être après sous forme de matériaux réfractaires, des matériaux plus futuristes qui tiennent à beaucoup plus de température. Donc, c'est là-dessus qu'il faut effectivement creuser et travailler pour aller plus loin. Avec les précautions que l'on prend aussi déjà sur Terre pour les centrales nucléaires. Exactement, toujours la même règle de faire au mieux de tout ce qui est rétention de la matière radioactive dans le combustible quand il est en fonctionnement. Les mêmes règles de faire au mieux de la rétention et donc la défense en profondeur pour la sûreté. Alors Pascal Bultel, vous voyez ça de votre point de vue spatial au CNES. Les étapes à venir, on a déjà franchi quelques étapes pour la conquête de Mars. On est déjà d'abord, on a commencé par tourner autour de Mars. Ensuite, on s'y est posé plusieurs fois. Tous les pays, ou presque, enfin les pays qui sont des puissances spatiales, y sont allés. C'est quoi les prochaines étapes qui sont à venir? Alors, pour ce qui est du nucléaire, bien évidemment, on réfléchit d'une manière préliminaire à des applications qui peuvent concerner la conquête martienne. Cela dit, si je prends l'exemple des travaux que nous avons présentés lors du symposium du nucléaire en janvier, c'était une mission différente, une mission légère, c'est une mission qui fait quelques tonnes, c'était une masse raisonnable. Mais c'était une mission pour explorer l'espace très très lointain. C'était le résultat des travaux de 2019 pour faire une première évaluation de ce que l'on pourrait faire afin de faire mieux que les sondes Voyager. Et l'objectif, c'était de prouver que l'on pouvait espérer faire 2 fois mieux, c'est-à-dire aller 2 fois plus loin. Et donc, les résultats préliminaires que nous avons présentés nous permettent d'être confiants dans le fait que l'on pourra arriver à 250 unités astronomiques, c'est-à-dire 250 fois la distance Terre-Soleil, avec un petit générateur nucléaire, avec des technologies désormais qui ont fait des progrès absolument considérables grâce à l'industrie, les spécialistes de l'orbital. Nous avons enfin des systèmes légers, des moteurs performants. Donc la miniaturisation permet soit d'envisager des missions avec des petits réacteurs sur le sol martien, ou des missions un peu différentes, mais pour aller beaucoup plus loin. Xavier Rapsat, ça suppose quand même une technologie extrêmement fiable, parce que ces trucs-là, quand ça tombe en panne, c'est fini, c'est mort, quoi. On ne peut pas faire de réparation à de telles distances. Oui. Alors après, comme c'est des petits réacteurs, on peut les multiplier, on peut en mettre 2, 3. C'est un peu comme ça qu'on voit aussi les applications. Et donc, il peut y avoir une redondance quand même. D'accord. Donc, vous avez des roues de secours. Oui, on a des roues de secours. Oui. D'accord. Donc, quand vous disiez tout à l'heure, Pascal Bultel, très loin, c'est-à-dire c'est bien l'au-delà de Mars, alors là? C'est à peu près à 150 fois la distance entre Mars et le Soleil. Oui. L'objectif est d'aller au moins 2 fois plus loin que les sondes Voyager. Alors, les sondes Voyager sont parties quand j'avais 9 ans. Ouais. Donc, elles sont en fonctionnement depuis longtemps. Ouais. Elles sont à plus d'une centaine d'unités astronomiques. Donc, elles ont rejoint un milieu que l'on va qualifier de quasi-interstellaire, même si elles sont encore dans le domaine du Soleil. Mais on voudrait aller encore beaucoup plus loin parce qu'il y a encore des choses à voir, des choses intéressantes. D'où nos réflexions préliminaires pour voir si on pourrait faire 2 fois mieux. Alors, revenons sur Mars, si je puis dire. N'allons pas si loin. Les vols habités, quand ils seront possibles,
bon, je sais pas, c'est difficile d'évaluer à quel moment, mais les vols habités reposeront quand même beaucoup sur le nucléaire. Alors le nucléaire est l'énergie la plus souvent citée et de très très loin. Pas systématiquement. Il y a quand même l'option solaire électrique qui est quand même là. Cela dit, elle n'a pas du tout le potentiel de croissance du nucléaire. Le nucléaire peut arriver à des puissances de plusieurs mégawatts. On est dans le multi-mégawatt. Ce sera inaccessible pour le solaire électrique, pas à ce niveau-là. Donc à long terme et à très long terme, bien évidemment, c'est une source d'énergie qui a une très grande puissance et une grande durée de vie, c'est-à-dire le nucléaire qui progressivement s'imposera. Mais généralement, c'est la source d'énergie la plus citée pour les missions habitées vers Mars. Mais il y aura peut-être une notion de mix allez dire ça, énergétique ouais. aussi, non Alors les missions hybrides, c'est tout à fait exact. Très souvent, sur les missions utilisant l'énergie nucléaire, on va toujours trouver des panneaux solaires en complémentarité, C'est ça. en secours. En fait, les énergies ne sont pas du tout opposées. En fait, elles sont totalement complémentaires. Le solaire et le nucléaire sont en fait complémentaires dans les 3/4 des cas. Il n'y a aucune opposition. Et l'un est fort là où l'autre est faible. C'est pour ça que mon collègue du CEA a entièrement raison. Souvent, sur un véhicule, on voit les deux. Pour ne pas dire les trois, il y a du solaire, du nucléaire et toujours un peu de propulsion chimique. Pour le retour notamment, pour le retour vers la Terre. Pour des besoins variés, notamment un cas qui est très important, c'est tout simplement l'accostage, c'est-à-dire se rejoindre une station ou quitter une station. Pour ces phases qui sont quand même très importantes, l'énergie chimique a toujours sa place. On n'est pas retourné sur la Lune depuis 1972 et bon, les Américains ont dans l'idée de retourner sur la Lune pour s'en servir comme base pour aller plus loin, notamment sur Mars. C'est bien ça. Et cette installation, ces bases lunaires qu'on commence à évoquer, elles auront aussi comme énergie le nucléaire. Alors c'est une constante dans les stratégies américaines, que ce soit les missions vers la Lune ou les missions plus lointaines vers Mars, d'une manière systématique, on peut le dire. Il y a de petits générateurs qui sont systématiquement présents en accompagnement. Et comme l'a dit mon collègue du CEA, en fait, on a des roues de secours. Il n'y en a jamais un seul, mais il y a toujours un fagot de petits réacteurs. Xavier Repsath, je rappelle que vous êtes au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Est-ce que c'est un débouché pour vous, l'espace ? Un débouché, non, mais je dirais plutôt une Formule 1 de la technologie. Ça tire en avant pas mal de choses. Il y a des défis quand même. C'est pas direct. Et donc, le développement de ces combustibles très haute température, on en rêve aussi pour les applications terrestres. Donc, ça peut être vu comme ça. Voilà, travailler sur de la Formule 1, en fait. Justement, donc on a souvent dit que l'espace était effectivement des laboratoires qui avaient des retombées sur notre vie quotidienne, et ça, vous pensez que c'est possible ? Tout à fait, oui. Il y a même des applications dont on n'a pas parlé là, du petit réacteur nucléaire, où on chauffe un gaz directement pour se propulser. Donc ça, c'est des modes encore plus inaccessibles aujourd'hui, je pense, avec les technos du nucléaire, mais on y pense aussi. C'est encore la course à la plus haute température, plus haute densité de puissance. Donc pour le réacteur, c'est un vrai défi et c'est un vrai challenge. On a vraiment ça en ligne de mire aussi, parce qu'il y a quelques applications sur ce principe aussi. Qu'est-ce que vous répondez aux antinucléaires ? Il y en a, qui vous disent nous allons vous mettre de l'atome et du nucléaire dans l'espace, c'est pas bien du tout. Pascal Bultel. Eh bien, le nucléaire, il est au-dessus de nous. C'est notre étoile, le Soleil, une étoile tout à fait classique de type G2. Donc, nous avons un gigantesque réacteur de fusion nucléaire qui nous donne une douce énergie, la lumière. Et le nucléaire, donc, il est au-dessus de nous, puis il est surtout encore plus juste en dessous de nous. En dessous de nous, eh bien, le manteau terrestre comporte un certain nombre de millions de tonnes et même encore plus d'éléments radioactifs qui se désintègrent tout doucement. Et c'est ça qui fait que le noyau de notre planète tourne, et c'est ça qui nous protège des radiations du Soleil. Donc le nucléaire, il est au-dessus et il est en dessous.
Moi, je compléterais bien en disant que finalement, l'environnement spatial est quand même assez hostile d'un point de vue radioactivité aussi, hein, et finalement, quand on regarde la contribution du réacteur nucléaire, si on l'a bien protégé, elle est faible par rapport à cet environnement naturel qui est déjà assez hautement radioactif. Il y a des particules qui viennent du fin fond de l'univers dont il faut se protéger. On s'en protégeait déjà quand on faisait la mission sur la Lune, hein, la mission Apollo. Est-ce que, là, je me tourne vers vous, Monsieur Bultel du CNES, les progrès scientifiques de la conquête spatiale, de ce qu'on a connu dans les années 60 avec les programmes Apollo, les engins spatiaux étaient totalement rudimentaires. Sur le plan de l'informatique, c'était vraiment pas grand-chose. Là, maintenant, on est à des niveaux exceptionnels et ça va continuer. Et le nucléaire est quelque chose en plus. C'est vraiment, même si vous disiez tout à l'heure qu'on avait déjà utilisé le nucléaire par le passé, mais là c'est un élément qui devient de plus en plus important dans la conquête spatiale. Alors, vous avez cité un exemple qui est vraiment adapté, c'est notamment l'informatique de l'époque Apollo. Et en fait, si le nucléaire, qui a mûri assez vite finalement dans le spatial, si on n'a pas pu utiliser toutes ses capacités, car c'est ce qui s'est passé, on n'a pas pu utiliser son potentiel, c'est tout simplement que les technologies autour du nucléaire n'étaient pas encore mûres. Et la grande différence à notre époque, depuis à peu près une dizaine d'années, c'est que nous avons enfin des systèmes informatiques légers et performants, des moteurs légers et très performants, donc toutes les technologies qui manquaient autour du nucléaire, eh bien désormais on les a. Donc on peut réfléchir à des missions beaucoup plus ambitieuses que par le passé. Xavier Repsatte ? Oui, non, mais c'est ça. On peut effectivement commencer à envisager de piloter vraiment sur le long terme un réacteur nucléaire avec toute cette technologie qui est embarquée et qui permet de contrôle quand même. Est-ce que le nucléaire nous permettra à nous, humains, si des stations, là on fait de la science-fiction, mais si des stations habitées s'installent sur la Lune ou sur Mars, est-ce que c'est le nucléaire qui nous transportera ? C'est Repsatte. Alors, le nucléaire peut nous transporter. C'est le mode de propulsion dont je parlais tout à l'heure, avec le gaz qui passe à travers le réacteur nucléaire. Mais c'est aussi, par sa production d'électricité, on peut alimenter des petits propulseurs électriques. C'est plutôt comme ça qu'on l'envisage aujourd'hui dans les missions long terme. L'autre mode quand même d'utilisation du nucléaire sur la Lune, c'est que la nuit, elle dure 14 jours. Donc, il faut bien effectivement avoir de l'énergie aussi. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Pascal Bultel ? Eh bien, je dirais que dans les années 70, nous avons eu les micro-ordinateurs. En ce moment, on parle beaucoup de micro-lanceurs spatiaux. On parle également de micro-satellites. Et si la tendance est moins forte dans le nucléaire, elle est quand même bien présente. On le voit notamment aux États-Unis, mais pas seulement. On pourrait aussi parler du micro-nucléaire, c'est-à-dire on va parler de générateurs raisonnables de quelques kilowatts, mais beaucoup plus accessibles, notamment économiquement. Donc les tendances que l'on a vues dans toute une liste d'autres domaines, eh bien, cette tendance arrive aussi dans le nucléaire et on parle de systèmes qui sont beaucoup plus légers, mais beaucoup plus smart qu'il y a de cela une vingtaine d'années, une trentaine d'années. On était sur des systèmes beaucoup plus gros, donc beaucoup plus lourds, beaucoup plus coûteux. Et on revient aujourd'hui à des systèmes beaucoup plus légers, mais qui bénéficient de toutes les technologies de la miniaturisation. Donc on peut faire du nucléaire petit mais smart. Merci beaucoup Xavier Repsatte. Je rappelle que vous êtes au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, et vous Pascal Bultel au CNES, le Centre national d'études spatiales. Et nous allons reparler d'autres sujets dans les autres podcasts que vous pouvez retrouver dans la série Nucléaire en clair, sur vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfen, sfen.org. À bientôt.